nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashavuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Bonjour à tous, vous êtes dans les studios de la Voix des Grands Lacs avec comme invité le colonel Luc Marchal. Colonel, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, alors aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de venir dans nos studios pour nous parler d'un sujet que vous êtes très probablement l'un des rares à maîtriser. C'est la situation au Rwanda de 93-94, y compris la période du génocide de 94. Nous allons aborder des questions selon un schéma plus ou moins classique et chronologique. La première question que nous allons vous poser, colonel, d'abord, c'est de vous présenter à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, dire un peu de mots comment vous avez été conduit à vous retrouver au Rwanda en décembre 93, comment vous avez trouvé le pays, sur le plan politique et militaire d'ailleurs, en ce moment-là. Et puis d'autres considérations, des thèses et des affirmations qui font souvent polémique, telles que l'assassinat du président Habyarimana par qui il y a des thèses, vous savez, qui sont divergentes et qui sont parfois complètement aux antipodes. Là aussi, vous nous donnerez votre point de vue, nous vous poserons des questions là-dessus. Ensuite, on parle souvent justement du déclenchement du génocide et des massacres après l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Et on met souvent en cause le bataillon de la garde présidentielle. Je suppose que vous avez suivi cette question, que vous avez votre idée là-dessus et que vous avez pu récolter d'ailleurs des renseignements à ce sujet. Eh bien, nous ferons le plaisir de vous écouter et je pense nos téléspectateurs aussi. Et ensuite, de manière plus générale, on sait que la reprise de la guerre et des hostilités après l'attentat du 6 avril, la reprise des attentats, des hostilités a été le momentum historique qui a fait basculer le Rwanda dans l'apocalypse. Mais on ne dit jamais qui est responsable de... Enfin, on le dit, là aussi il y a des thèses. Mais qui a été le responsable du déclenchement ou de la relance des hostilités entre les deux partis belligérants, entre le FPR de Paul Kagame et l'armée du Rwanda, les forces armées rwandaises? Eh bien donc, mon colonel, en peu de mots, je peux quand même résumer votre bio, votre profil, du moins en ce qui concerne votre présence au Rwanda. Vous avez été de décembre 1993 à avril 1994. Vous étiez officier supérieur du contingent belge de maintien de la paix avant et pendant une partie du génocide. Sachant que vous avez, dès votre arrivée au Rwanda, été le commandant de secteur de la MINUAR. La MINUAR, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda et vous l'étiez pour la capitale Kigali. Eh bien, nous revenons à la première question, colonel. Quelles sont les circonstances dans lesquelles vous avez atterri au Rwanda en décembre 1993? Je vous en prie. Eh bien, monsieur l'ambassadeur, bon, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je vais quand même commencer par ma formation d'officier, bon, qui remonte à pas mal d'années.
Et à l'issue de cette formation, j'ai été désigné pour le 1er bataillon de parachutistes. Ce bataillon avait une certaine expérience en Afrique, puisqu'il avait été impliqué dans pas mal d'opérations au Congo, au Burundi, au Rwanda, suite aux troubles consécutifs à l'indépendance de ces pays. Donc, dans ce bataillon, j'ai fait un premier séjour de 5 ans. Bon, suite à ce premier séjour, je suis parti pour 5 années au Congo-Zaïre, dans le cadre de la coopération technique militaire. J'ai fait un premier terme de 2 ans au centre d'entraînement commando de Kotakoli. Et bon, j'avais la fonction là de chef opération et instruction, donc en termes militaires, c'est la branche 3. Après ce premier terme, j'en ai fait un second de 3 ans à l'école de formation des officiers de l'armée zaïroise à Kananga. Donc, ça, c'était l'occupation principale. La dernière année de mon 2e terme, donc nous sommes en 77, j'ai eu une expérience tout à fait particulière en ce sens que cette année-là a débuté ce qu'on appelle la guerre de 80 jours. Cette guerre de 80 jours a été provoquée par l'invasion des ex-gendarmes katangais. C'était le reliquat des sécessionnistes de la province du Katanga. Et donc, en 77, ils ont fait une première incursion au Zaïre. Et suite à la rapide implosion des forces armées zaïroises, le président Mobutu a fait appel à des coopérants militaires français et belges pour, disons, remonter la mayonnaise, pour ne pas utiliser une autre expression. Et c'est ainsi que j'ai été directement impliqué dans ces événements, en exerçant un commandement opérationnel au sein de l'armée zaïroise. Bon, c'est une expérience unique, étant donné que le pays était quand même indépendant depuis 17 ans et que pendant cette guerre de 80 jours, là, j'ai officiellement occupé une fonction opérationnelle dans l'armée zaïroise. À l'issue de mon séjour au Congo-Zaïre, je suis revenu, bien entendu, en Belgique, mais pour très peu de temps, puisque quelques mois après mon retour, j'y suis retourné en tant que commandant de compagnie, toujours du 1er bataillon de parachutistes, pour l'opération sur Kolwezi et l'opération de pacification du Chaba qui l'a suivi. Bon, toutes ces années d'une rare intensité m'ont fortement marqué et ont surtout entretenu chez moi un intérêt constant pour la région des Grands Lacs. Bon, quelques années plus tard, après une série de fonctions opérationnelles, de fonctions d'état-major et aussi d'une série de cours de formation complémentaire, je me suis retrouvé avec le grade de colonel en qualité de conseiller auprès du ministre de la Défense belge, bien entendu, lorsque le FPR lança sa première attaque en octobre 90. Étant donné que mon domaine de compétence au cabinet du ministre concernait les opérations extérieures, bon, j'ai suivi bien entendu de près le développement de cette offensive ainsi que des autres qui ont suivi au fil des années, de la mission d'évacuation que la Belgique et la France ont menée sur le pays, du retrait de la Belgique, qui a encore, lorsque je suis arrivé au Rwanda 3 ans plus tard, était quand même cité comme un élément assez négatif, disons-le. Après ça, malheureusement, il y a eu un second incident qui ont
un petit peu influencé les relations entre le Rwanda et la Belgique, c'est la non-livraison de munitions alors que le pays était attaqué de l'extérieur. Et donc, au cours des années de 90 à 93, bon, bien entendu, j'ai suivi de près l'évolution de la situation au Rwanda. De même, d'ailleurs, que dans les pays voisins. Je voudrais ajouter que durant cette période aussi, la Belgique avait participé à 2 missions des Nations Unies, l'une en ex-Yougoslavie, c'était la Force Pronu, et une en Somalie, c'était l'UNOSOM. Donc en mai 93, je suis toujours, enfin, encore au cabinet du ministre, et là, au nom du ministre, je reçois à l'époque le major Paul Kagame. Enfin, oui, à l'époque, il était major, Paul Kagame, accompagné de M. Jacques Biozagara, qui était pressenti pour être vice-premier ministre dans le gouvernement de transition à base élargie. Bon, ils effectuaient une tournée des capitales européennes pour les informer de l'évolution des négociations qui avaient lieu à Arusha et aussi, évidemment, pour présenter le point de vue du FPR par rapport à la situation au Rwanda. Bon, nous savons qu'à l'époque, les différences qui existaient entre les souhaits ou les exigences des uns par rapport aux concessions des autres étaient quand même énormes. Bon, je vais prendre un domaine, c'est les forces armées. À l'époque de la présence de Paul Kagame à Bruxelles, le FPR exigeait une participation de 65% au sein de l'armée, ce qui était énorme. Bon, néanmoins, à l'issue de cet entretien, je me souviens que le major Kagame me confia que les obstacles qui séparaient les autorités gouvernementales et le Front patriotique rwandais étaient importants, mais, me dit-il, ne vous en faites pas, nous finirons bien par trouver un bon compromis. Bon, j'ai interprété cela comme une véritable promesse encourageante pour la suite des négociations. Donc, des explications qui précèdent, mais bon, je crois que vous aurez compris qu'au moment où je suis arrivé au Rwanda en début décembre 1993, bon, j'avais quand même une certaine connaissance de la situation générale du pays et du contexte politico-militaire dans lequel j'allais devoir évoluer. Bon, je crois utile de mentionner, d'expliquer que si j'ai posé ma candidature, parce que le poste, la fonction de conseiller, qu'est-ce que je raconte, de commandant du secteur Kigali, c'était une fonction en nu. Donc, j'ai dû introduire ma demande auprès de mes autorités militaires, bien entendu. Bon, mon dossier est parti à New York avec mon curriculum vitae et c'est finalement à New York que la décision a été prise. Donc, voilà comment j'ai été désigné comme commandant du secteur Kigali. Mais si j'ai introduit ma candidature, c'est parce que j'étais intimement convaincu que mettre mes connaissances militaires au service de la paix constituait une démarche hautement motivante. En outre, et ce n'est pas anodin, en tant que Belge, j'estimais être plutôt bien armé pour aborder les problèmes de relations intercommunautaires. En effet, en ce qui concerne cette problématique particulière, la Belgique et le Rwanda présentent une similitude tout à fait évidente. Au sein de chaque pays cohabitent 3 communautés différentes, ayant des relations qui n'étaient pas toujours très harmonieuses, qui ne sont pas toujours très harmonieuses. Je pensais donc que le sens de la négociation et de la concertation à la belge pouvait également être mis au service de la paix. En conclusion, je ne suis pas arrivé au Rwanda comme un néophyte ignorant. J'avais, et c'était du moins mon sentiment au moment de mon arrivée,
j'avais le sentiment d'avoir un bon background par rapport à l'Afrique en général et l'Afrique des Grands Lacs en particulier. Et surtout, j'étais particulièrement motivé par cette mission de paix, tout en restant conscient que même une mission de paix pouvait toujours tourner à la catastrophe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avant mon départ, j'ai laissé chez moi sur mon bureau une enveloppe scellée avec mes dernières volontés. Donc, c'est la preuve que je ne partais pas là comme comme on a dit au Club Méditerranée, ce n'était pas ça du tout. J'étais convaincu que toute opération, qu'elle soit opération de paix, pouvait se terminer en catastrophe, comme je l'ai dit, et malheureusement, c'est bien ce qui s'est passé. Donc, voilà un petit peu ce qui m'a amené à poser ma candidature pour participer à cette opération des Nations Unies au Rwanda. Eh bien, mon colonel, je vous remercie beaucoup pour cet exposé bref, mais qui donne toutes les dimensions de votre parcours, notamment en ce qui concerne la participation à la Minuar. Peut-être qu'on va quand même rappeler le contexte. Vous arrivez à Kigali en décembre 1993, au moment où partent les troupes françaises, au moment où les troupes françaises qui étaient stationnées au Rwanda depuis 1990 partent à la demande des deux belligérants, bien sûr, mais aussi par la volonté de la France qui voulait laisser la place aux Nations Unies. Et donc, il faut que ce soit clair, ce n'est pas une solution forcée ou imposée, c'est tout simplement parce que après la signature des accords de paix d'Arusha le 4 août 1993, il était entendu que les troupes françaises devaient quitter le Rwanda pour laisser la place aux Nations Unies, à une force neutre. Et donc, c'est en arrivant à Kigali que vous étiez, vous, considéré comme une force d'assistance neutre, jouissant du statut international des Nations Unies. C'est important, je pense, de le souligner. Et donc, vous commencez votre mission en ce moment-là. Là commence votre témoignage. Vous savez, depuis quelque temps, il y a une adage célèbre qui a été rendue célèbre par le président Macron lorsque, dans son discours à Gisozi, à Kigali, le 27 mai 2021, il a cité l'adage qui dit que seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. Eh bien, mon colonel, vous êtes là aujourd'hui pour raconter à nos téléspectateurs cette nuit, je dirais plutôt ces nuits que vous avez passées dans ce pays des mille collines, des nuits d'apocalypse, je dois l'avouer, parce que ça n'a pas été chose facile. À votre place, d'autres, comme le général Dallaire, n'auraient pas pu garder votre état normal, parce que le général Dallaire, qui était votre commandant en chef, lui, en est sorti traumatisé, complètement traumatisé, et beaucoup d'autres aussi, notamment les militaires australiens qui étaient stationnés dans plusieurs régions du Rwanda, et notamment à Kibero en 1995, ils n'en sont pas sortis indemnes. Eh bien, mon colonel, racontez-nous ces nuits que vous avez vécues. Quelle était la situation politico-militaire au Rwanda lorsque vous y avez débarqué en décembre 1993? Avant de répondre à votre question, je vais mettre en évidence quelque chose qui, moi, personnellement, m'interpelle pratiquement depuis cette époque. Et cela a trait à certaines affirmations réductrices qui circulent au sujet de la situation interne au Rwanda. Et affirmations réductrices qui ne correspondent, mais alors pas du tout, à ce que moi j'ai vécu sur place. Donc, et j'ai toujours été interpellé par la présentation figée qui est faite de cette situation, comme si la réalité qui prévalait, par exemple, en août 1993, au moment de la signature des accords d'Arusha, était toujours la même que celle qui prévalait quelques jours avant l'attentat. Mais il y avait un monde de différence entre août 1993 et avril 1994.
Cette situation, et on la voit au fil des années qui sont passées, ça s'est répété comme si invariablement, cette situation que l'on a mis en évidence et qui a été mise en évidence par la commission d'enquête de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui a fait un séjour au Rwanda en 1993, et cette commission a largement contribué à diaboliser la gouvernance du président Habyarimana. Bon, je ne vais pas revenir sur le caractère déséquilibré de ce rapport, qui a fait l'objet de nombreuses analyses critiques. Cependant, et ça c'est mon sentiment, ce rapport est toujours considéré par beaucoup comme reflétant une réalité de fait et réalité qui est intangible. Moi, de ce que j'ai vécu, eh bien, je me rends compte que la situation que j'ai découverte au début décembre 1993 par rapport à celle qui prévalait fin mars 1994, eh bien, c'était totalement différent et que cette situation était en évolution constante. Bon, cette réalité d'évolution constante, elle est rarement prise en compte, étant donné que, bon, moi j'estime que seules les personnes qui ont vécu ces événements sont en mesure de pouvoir en témoigner. Et donc, pour répondre à votre question, à mon arrivée à Kigali en décembre 1993, j'ai découvert une ville littéralement en état de siège. Bon, de prime abord, j'ai été frappé par une présence massive de militaires et de gendarmes dans les différents quartiers de la capitale. En fait, cette situation était tout à fait compréhensible, étant donné que le pays était en guerre depuis 3 ans et que de plus, une partie du territoire était occupée par une émanation de l'armée ougandaise dans le nord du pays. Toutefois, dès l'entrée en vigueur du protocole d'accord sur la zone de consignation des armes, donc ce protocole a été négocié directement après mon arrivée. Bon, c'est moi qui ai mené cette négociation. Ce protocole d'accord a directement eu un impact sur cette situation d'occupation par les armes, et la situation s'est rapidement éclaircie. D'ailleurs, ce protocole prévoyait que les unités militaires devaient rester consignées dans leurs quartiers respectifs et ne pouvaient en sortir que sous certaines conditions très strictes et sous contrôle de la MINUAR. Les forces gouvernementales se sont conformées, bon, c'est la réalité, à cette contrainte avec une réelle bonne volonté. Et quand des manquements étaient constatés, eh bien, j'en discutais avec le colonel, général Kabilidi, qui était l'officier opération des forces armées rwandaises, et si besoin en était, avec le général Nsabimana, le chef d'état-major des phares. Et à chaque fois, j'ai pu constater que des mesures correctives étaient effectivement prises dans des délais tout à fait raisonnables. Je ne peux pas en dire autant de l'autre partie signataire des accords de paix d'Arusha, c'est-à-dire le Front patriotique rwandais, que j'appellerai FPR pour plus de facilité. Pour être bref et synthétiser la nature de mes relations avec le FPR, je la qualifierai de collaboration à couteau tiré. Cette formulation, je pense, est suffisamment claire, et cette formulation, je l'ai d'ailleurs utilisée comme titre d'un sous-chapitre de mon livre « Rwanda, la descente aux enfers ». Je ne peux donc que me louer de la bonne collaboration des phares, et aussi, bien entendu, de celle de la gendarmerie, avec laquelle la MINUAR entretenait des relations tout à fait spécifiques, conformément au mandat défini par le Conseil de sécurité dans sa résolution 872. En fait,
la gendarmerie et la MINUAR devaient collaborer intimement, étant donné que la MINUAR n'avait aucune fonction de police et que c'est la gendarmerie rwandaise qui conservait cette fonction. C'est-à-dire que toutes les fouilles, l'arrestation des gens et ainsi de suite, ça c'était la gendarmerie. Raison pour laquelle eh bien, la gendarmerie devait travailler en totale symbiose avec la MINUAR et réciproquement. Donc je ne peux que souligner la qualité de la collaboration que j'ai pu expérimenter au jour le jour de la part du général Augustin Ndindilimana, le chef d'état-major de la gendarmerie. Les événements parfois violents que nous avons vécus durant la période qui a précédé l'attentat et la reprise des hostilités nous ont permis de développer une totale confiance réciproque. Si ça n'avait pas été le cas, eh bien, ça n'aurait pas fonctionné. Et donc, la confiance était totale et du reste, les contacts que j'ai eus à l'époque se prolongent toujours aujourd'hui avec le général Ndindilimana. Alors, j'ouvre ici une parenthèse pour expliquer que malgré mon sentiment initial d'avoir une connaissance relativement bonne de la problématique rwandaise, ce que j'ai dit au tout début de mes explications, il ne m'a pas fallu très longtemps pour réaliser qu'en fait, j'étais malgré tout intoxiqué par une certaine propagande habilement menée dans les médias francophones de l'époque en faveur du FPR. Et je parle de médias francophones en Belgique parce que le son de cloche du côté des médias néerlandophones était tout à fait différent. C'est donc la réalité du terrain qui m'a permis de réaliser que tous les bons ne se trouvaient pas forcément dans le même camp et que, par voie de conséquence, les mauvais n'étaient pas systématiquement dans l'autre. Toutefois, cette prise de conscience ne m'a pas empêché de garder l'indispensable neutralité qu'il me fallait respecter pour accomplir honnêtement et efficacement la mission qui était la mienne. Et pour m'aider dans cette tâche de neutralité, j'avais en permanence sur moi ce que je vous montre ici et qui est un des exemplaires du protocole d'accord de la zone de consignation des armes. C'était ma Bible et c'est elle qui me permettait de trancher toutes les situations litigieuses auxquelles j'étais confronté. Voilà quelles étaient mes impressions, disons, dans la période initiale de ma fonction en tant que commandant du secteur Kigali. Je vous remercie une fois encore, mon colonel. Avant de terminer ce chapitre, il y a souvent eu des bruits selon lesquels, à votre arrivée, en tout cas à l'arrivée du contingent belge, vous ne vous êtes pas retrouvé en terre amie, que vous auriez même été dénoncé ou agressé par l'un ou l'autre parti politique. Qu'en a-t-il été effectivement? Est-ce qu'il y a eu ce genre d'incident? Est-ce que des partis politiques ou un parti ou des militants d'un parti politique vous ont lancé des pierres, notamment en essayant de vous intimider à Kigali? Mais il est un fait, et je l'ai souligné au début, c'est qu'il y avait un contentieux belgo-rwandais. On reprochait toujours, et bon, cela m'a été dit, et c'est la réalité, donc c'est la manière dont les Rwandais ont perçu ce qui s'est passé en 90, où la Belgique a envoyé un contingent pour évacuer ses expatriés, et puis une fois l'évacuation terminée, la Belgique a retiré très rapidement son contingent, alors que la France a laissé le sien pour aider les forces armées rwandaises à faire face à la première invasion du Front patriotique rwandais. Ça, c'est une chose. L'autre élément qui pesait et qui était toujours très,
très présent dans les remarques qui étaient faites, c'était cette non-livraison de munitions qui, en demeurant, d'après les renseignements que j'avais à l'époque, était payée et qui n'a jamais été livrée par la Belgique pour des raisons de considération politique interne à la Belgique. Donc, et ça, forcément, vu la période que le Rwanda passait à ce moment-là, où bon, la situation a quand même été tendue, cette première attaque a malgré tout, l'envergure n'était peut-être pas énorme, mais elle a quand même coûté des vies, elle a coûté des blessés, et ainsi de suite. Et ça a été un traumatisme pour la population rwandaise. Et c'était aussi le début d'une guerre interne qui a duré plus de 3 ans et qui s'est malheureusement poursuivie par une guerre totale et un changement complet de régime au sein du Rwanda. Je vous remercie beaucoup. Et des menaces particulières, non. Mais c'est vrai que le climat n'était pas chaleureux et au tout début, bon, je veux dire que le détachement belge, le premier bataillon qui était sur place, a eu quelques attitudes qui ont aussi suscité des réactions assez négatives à l'égard du contingent belge. Mais tout ça, c'était au début. Et bon, c'est vrai que la Minuar, au début, était aussi considérée comme un corps étranger. Et on sait très bien qu'un corps étranger, on essaye toujours d'un peu l'expulser d'une manière ou d'une autre. Et avec le temps qui passait, au fil des semaines, eh bien, les relations de confiance ont commencé à se tisser. Et bon, c'est tout à fait naturel. Bon, j'étais préparé à ne pas être accueilli les bras ouverts, d'autant plus, comme vous l'avez souligné, que le détachement norrois a dû partir, puisque ça faisait partie des accords d'Arusha, et que la population rwandaise était quand même habituée à voir les Français, et que les Français avaient quand même donné un sérieux coup de pouce à l'armée rwandaise pour les aider dans une période très difficile. Eh bien, je vous remercie, mon colonel. On va arrêter là la première partie de notre entretien. On va prendre un petit répit et puis dans quelques minutes, on repart pour la deuxième partie du grand témoignage. Parce que notre émission s'appelle Le Grand Témoin et vous êtes l'invité du jour. Je vous remercie. Donc, on nous se revoit dans 2-3 minutes. À tout de suite. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashobewe, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashafuye.